Bonsoir tout le monde. Donc, on va parler un peu de l'Ukraine, de la Russie et de l'Occident ce soir. Alors, tout d'abord, on vit un contexte de tensions géopolitiques, géostratégiques, pour moi, qui sont les plus importantes depuis 2014, déjà à cause de l'Ukraine à l'époque. Et ces tensions, elles ont, à mon avis, plusieurs origines. Tout d'abord, il faut savoir que l'Ukraine est placée depuis 2014 sous un régime de colonisation qui n'est plus masqué du tout par les puissances occidentales qui ont décidé de la mettre sous tutelle. Au jour d'aujourd'hui, dans la législation ukrainienne, il faut savoir que, par exemple, 100% des juges en Ukraine sont nommés avec le sauf-conduit de ce qu'on appelle le Conseil des experts internationaux auprès de la Commission supérieure de qualification des magistrats. Donc, six personnalités nommées par le FMI, la Commission européenne et le G7, et les ambassadeurs du G7. Alors, si vous voulez, je pourrais vous faire les noms. Vous avez un représentant de la Lituanie, M. Gutauskas. Vous avez un Canadien, M. Ted Zajiczny. Vous avez un Britannique, Sir Anthony Hooker, qui lui d'ailleurs est multicasquette parce qu'il siège aussi dans la commission d'éthique du Conseil supérieur de la magistrature ukrainienne, c'est-à-dire que c'est lui qui non seulement nomme les magistrats, mais aussi bien sûr a voix prépondérante et droit de veto sur les sanctions des magistrats ukrainiens. La commission d'éthique du Conseil supérieur de la magistrature ukrainien est donc l'organe qui décide des sanctions contre les magistrats en Ukraine. Et puis vous avez une deuxième sujet de Sa Majesté qui est Madame Lorna Harris, donc ancienne procureure britannique, et enfin un Danois. Donc ça c'est pour le corps des magistrats. Vous savez, l'un des trois pouvoirs est complètement sous le contrôle donc des pays occidentaux. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir le plus important parce que de lui dépend la légitimité des autres. Ensuite, dans toutes les entreprises publiques ukrainiennes, vous avez un conseil de surveillance composé à majorité de représentants étrangers de pays occidentaux ou para-occidentaux. Je vais vous prendre un exemple, c'est celui des chemins de fer ukrainiens, Ukrzaliznytsia en ukrainien. Donc, l'équivalent de la SNCF, et bien dedans, vous avez donc sur 6 membres du conseil de surveillance, 3 étrangers, plus, en fait, les 3 autres sont des para-étrangers, étant donné qu'ils ont tous, dans leur biographie, en fait, à un moment donné, fait une partie de leur carrière dans un pays occidental. Donc, les Ukrainiens ne sont pas vraiment Ukrainiens, par contre, les étrangers sont vraiment étrangers. Donc, vous avez M. Shevki Adjuner, qui est, en fait, un Turc, mais qui était surtout, qui dans sa biographie, donc qui est un citoyen turc, qui dans sa biographie a cet immense avantage d'avoir été le directeur de la filiale de la BERD, de la Banque européenne de reconstruction et de développement à Kiev pendant une dizaine d'années. Vous avez M. Christian Kuhn, qui est donc lituanien, donc ancien membre de la direction des chemins de fer lituaniens. Et enfin, vous avez monsieur Mathieu Andreas, qui est autrichien et qui a été, pareil, haut fonctionnaire au ministère des Transports autrichien. Donc, voilà pour vous dire, quand on vous dit l'Ukraine est un État souverain, par exemple, on fait souvent la question à Zemmour et à Marine Le Pen, on lui dit mais l'Ukraine est un État souverain, comment les Russes peuvent lui dicter sa politique étrangère? Vous voyez, la souveraineté de l'État ukrainien, pour dire les choses, elle est particulièrement limitée. Même parler de souveraineté nationale pour l'Ukraine, c'est vraiment une gageure aujourd'hui.
Et je pourrais vous faire à tous les étages du pouvoir ukrainien, c'est partout comme ça. Pour l'anecdote aussi, le SBU, donc le service de sécurité de l'Ukraine, il y a 5 étages, le 4e est occupé entièrement par des agents de la CIA, du SRS, le service de renseignement canadien, et du MI6 britannique. Donc ça, c'est pareil, c'est documenté, voilà. Et enfin, donc pour vous parler de la souveraineté ukrainienne, bien sûr, l'État ukrainien aujourd'hui ne survivrait pas 2 minutes s'il n'était pas sous la perfusion du FMI et de la Commission européenne, qui terminent les fins de mois de l'État ukrainien depuis 2014. Il faut savoir que sous le dictateur Yanukovych et le dictateur buveur de sang, et je ne me rappelle plus quel autre nom on lui donnait, et grand corrompu devant l'Éternel, eh bien, l'État ukrainien avait cessé de demander de l'aide au FMI depuis 2012. Alors que vous étiez dans un État soumis à une corruption démentielle. Depuis que les fameux lutteurs contre la corruption, il faut rappeler que le président précédent du président actuel, M. Poroshenko, est passé de la position de 4e à premier homme d'affaires du pays en devenant, dans le laps de temps, il était devenu président, que la Constitution lui faisait obligation de se défaire de toutes ses affaires et qu'il ne s'en est défait d'aucune, et qu'on avait à la tête du pays quelqu'un qui était le premier fournisseur de l'armée ukrainienne qui menait la guerre contre une région en Ukraine. Il faut savoir que le groupe Rochen de M. Poroshenko était une entreprise qui habillait l'armée ukrainienne, la nourrissait et lui fournissait de l'armement. Je pense notamment à des systèmes de lance-grenades et d'autres choses. Donc ça, c'est... Enfin, quand on parle de souveraineté ukrainienne, oui, dernier petit détail, il faut savoir que le fabricant d'armement, donc l'entreprise d'État qui fabrique les armements en Ukraine, Ukroboronprom, est dirigée par un citoyen lituanien, M. Auštrevičius, qui est donc qui a accès à tous les secrets d'État donc en Ukraine du fait de sa position. Donc voilà pour ce qui est, je dirais, de ce que l'on appelle l'État souverain ukrainien qui aurait le droit de faire ses choix géopolitiques. Alors, tout cela serait bel et bon, et ça embête déjà les Russes, parce que historiquement, l'Ukraine, c'est pas n'importe quoi. L'Ukraine, c'est le berceau de l'État russe. Les Ukrainiens ont des liens familiaux avec les Russes. Une statistique disait que 60% des Ukrainiens avaient au moins un lien de famille avec une personne en Russie, donc c'est pour vous dire l'interpénétration des deux peuples. Et enfin, vous avez, avant le conflit, 60% des Ukrainiens étaient officiellement des locuteurs de langue russe. Aujourd'hui, les mêmes statistiques officielles vous disent 20%. Donc vous avez 40% des Ukrainiens qui sont soit morts, soit ont émigré en Russie, soit ont émigré en Europe, soit ont disparu. Alors, pour couronner le tout, comme vous le savez, il y a un conflit, une guerre civile en Ukraine, dans l'est de l'Ukraine, dans la région qu'on appelle le Donbass. Alors, le Donbass, c'est cette grande région minière dans l'est de l'Ukraine, dont l'histoire est assez tourmentée, étant donné que le Donbass
comment dire, sauf une décision de Lénine et de Staline dans les années 20, n'aurait jamais dû se retrouver en Ukraine, étant donné qu'elle n'est ukrainienne, qu'elle n'était ukrainienne auparavant, ni de culture, ni de population, ni de quoi que ce soit. Et c'est une sorte de construction qu'on a fait. Il faut savoir que sous la guerre civile, le Donbass n'était pas dans l'Ukraine rouge, mais elle avait constitué sa propre république, la république de Donetsk et de Kryvyi Rog. Le pouvoir soviétique a décidé, pour que l'Ukraine soit viable économiquement, d'y mettre le Donbass à l'intérieur. Donc, et aujourd'hui, cette région donc, qui avait comme principale caractéristique d'être plus à gauche que le reste de l'Ukraine, d'être plus soviétisée que le reste de l'Ukraine, d'être plus russifiée que le reste de l'Ukraine, d'avoir des traditions, je dirais, de lutte ouvrière plus intenses que le reste de l'Ukraine. Il faut savoir que les mineurs du Donbass ont été ceux qui ont fait tomber 3 gouvernements ukrainiens dans l'Ukraine indépendante, par des grèves insurrectionnelles dans cette région. Et donc, les Ukrainiens sont pas, enfin les habitants du Donbass ne sont pas des gens qu'on met en cage. Or, si vous prenez l'histoire récente de l'Ukraine, vous vous rendrez compte qu'il y avait déjà eu une tentative d'occidentalisation de l'Ukraine en 2006, avec ce qu'on avait appelé la Révolution orange, et que cette révolution s'était lamentablement terminée en 2010 par le retour d'un gouvernement, je dirais, plus favorable aux revendications de la population russophone. Monsieur Yanukovych avait gagné les élections présidentielles. Et la leçon a été retenue par les Occidentaux et leurs supplétifs sur place. Parce que M. Yanukovych était arrivé au pouvoir grâce au Donbass et à la Crimée. Qui votait, vous aviez, dans le Donbass, Yanukovych avait des scores quasi soviétiques, c'est-à-dire vous aviez des 80-85%. Il faut savoir que le Parti communiste ukrainien, qui était allié au pouvoir dans la région de Lugansk, faisait des scores de 60 à 70% dans certaines circonscriptions. Donc, c'était vraiment le concentré politique de la résistance à l'occidentalisation de l'Ukraine. Pour s'en débarrasser, il a fallu développer des trésors d'ingéniosité pour exciter la population du Donbass. Il ne fallait pas grand-chose en même temps. On lui a, ça faisait la deuxième élection présidentielle qu'on leur volait quand même. Il faut se rappeler, l'élection de 2006, Yanukovych a été élu. Et il a fallu que les gens de l'ouest de l'Ukraine disent « Ah non, mais dans la démocratie ukrainienne, vous comprenez, il y a un truc, c'est que, en fait, on élit le président, mais ensuite, il faut que les régions de l'Ouest, pro-occidentales, pro-occidentales, ukrainophones, soient d'accord avec le résultat. Si elles ne sont pas d'accord avec le résultat, elles descendent à Kiev et elles annulent le résultat de l'élection. Ils ont fait le coup 2 fois en Ukraine. Ils ont fait le coup en 2006. Ils ont fait le coup en 2014 avec la révolution de Maïdan. Et d'ailleurs, salué par le président Macron quand il est venu à Kiev la semaine dernière. Et en fait, depuis, les gens de l'ouest de l'Ukraine, les Occidentaux ont compris. C'est-à-dire qu'ils ont élaboré un système maintenant, c'est que déjà, les régions qui votaient massivement pour les partis russophones ont été sortis du pays, soit sont soit sorties d'elles-mêmes, c'était le cas de la Crimée, qui, elle, avait très bien compris ce qui est en train de se passer, que la deuxième fois, on ne lui laisserait pas le choix de désigner encore une fois un nouveau pouvoir. Donc, elles ont dit, ce pays-là, on n'y a plus
notre place et ils se sont mis sous l'aile de Moscou. Et vous avez, dans le Donbass, là, ça s'est passé d'une autre façon, c'est-à-dire que le pouvoir ukrainien a dit quand on réprime des manifestations à Kiev contre des manifestants occidentaux et qu'on utilise les gaz lacrymogènes, c'est de la dictature. Par contre, quand nous, on tire sur les manifestants à balles réelles, ce qui était le cas à Donetsk, ah mais nous, c'est la démocratie et les droits de l'homme. Surtout quand les manifestants parlent russe. Alors, ça c'est un premier point. Et d'ailleurs, ils ont refait le coup à Odessa, où on a eu une manifestation de terrorisme d'État quand vous avez eu une cinquantaine de militants pro-russes qui ont été mis dans la maison des syndicats, et on a incendié la maison des syndicats, ce qui a repris une tradition d'ailleurs de la division SS Galichina, donc la division des collabos ukrainiens pendant la guerre, qui, quand ils arrivaient dans un village suspecté d'être d'héberger des partisans, ils mettaient la population du village dans l'église ou dans l'administration du kolkhoz et ils incendiaient le bâtiment. Donc, on ne rompt pas avec les bonnes traditions en Ukraine. Et de là, j'ai fait une petite digression, mais de là est né donc ce conflit dans le Donbass. Il faut savoir que l'armée ukrainienne, qui est si forte, dont on vous dit actuellement qu'elle est forte, les Russes, quand ils vont, s'ils débarquent, vous allez voir, ce sera pire que l'Afghanistan, dans le Donbass. À chaque fois que les insurgés pro-russes ont déclenché une offensive, à chaque fois, ça s'est terminé par une déculottée pour l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que les soldats ukrainiens, enfin que ce que l'on appelle l'armée ukrainienne, mais en fait, l'essentiel du corps de bataille, ce sont ce qu'on appelle les bataillons territoriaux d'un côté et les bataillons spéciaux de l'autre. Bon, en allemand, c'est les Sonderkommando, ce qui est plus proche de leur façon de faire. Eh bien, les bataillons spéciaux ukrainiens, comme Azov, par exemple, le plus connu, enfin, qui est un régiment maintenant, eh bien, sont beaucoup plus compétents pour prendre une grand-mère qui parle russe dans un appartement, l'expulser de son appartement, l'égorger devant ses enfants pour lui dire « ça t'apprendra à voter au référendum » sur l'indépendance de la région de Donetsk, plutôt que d'aller voir, d'aller combattre face au fils de cette même dame qui, lui, a des armes, a une Kalachnikov dans la main et est prêt à lui répondre. Donc, ce que je lui dis est une chose réelle qui s'est réellement passée. C'est pas non plus... Mais ça, pareil, vous ne le trouverez pas dans la presse occidentale, étant donné qu'on appelle ça dommage collatéral. Tout comme le fait que c'est bizarre, quand vous regardez les bilans des pertes, côté ukrainien, les pertes concernent des soldats, et du côté du Donbass, c'est systématiquement des pertes civiles. Alors, moi, il faudra qu'on me dise qui tire sur qui. Les statistiques officielles sont éloquentes. Les statistiques reportées d'ailleurs par la presse occidentale elle-même. Donc dans cette guerre, au Donbass, il y a eu un accord, l'accord de Minsk, en 2015, suite à l'offensive de Debaltseve. C'était une offensive donc menée par les insurgés qui avaient mis une déculottée à l'armée ukrainienne encore une fois. Vous aviez eu plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui avaient été encerclés. Et d'ailleurs, ils étaient, pour s'en sortir, parce qu'ils étaient tellement motivés pour combattre contre l'invasion russe, qu'ils avaient passé la frontière pour aller se réfugier en Russie, où ils ont été désarmés par les gardes-frontières russes et ramenés dans leur pays. Voilà. Donc, pour vous dire la peur qu'ils avaient face à l'envahisseur. Et quand vous êtes
Et ces accords de Minsk, ils sont très intéressants parce que depuis 7 ans qu'ils existent, vous avez donc, ces accords ont été signés par l'Ukraine d'un côté, enfin par M. Kouchma, qui était censé représenter le gouvernement ukrainien d'un côté, et par les deux représentants des républiques insurgées. Et ensuite, vous aviez un accord, je dirais, qui parrainait le tout entre la Russie, la France, l'Allemagne et l'Ukraine, et qui disait qu'ils appuyaient cet accord. Cet accord a été d'ailleurs approuvé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et depuis 7 ans, que se passe-t-il? Les gouvernements ukrainiens, les uns après les autres, disent « On a signé sans réfléchir ». Finalement, le mec Kouchma qui a signé, on ne sait pas si on l'avait vraiment délégué pour signer un truc pareil. Vous savez, on n'a vraiment pas envie. Et puis de toute façon, ouais, c'est vrai, bon, ces accords, ils sont bien, mais ils sont pas bien. Et dans les accords de Minsk, en fait, vous avez 9 points. Alors les points 1 et 2 concernent la sécurité. C'est-à-dire, c'est les modalités en fait de retrait des armes lourdes de chaque côté, le dispositif pour surveiller ça, le cessez-le-feu, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous aviez les 7 autres points sont ce qu'on appelle la partie politique de l'accord. C'est-à-dire rétablir les relations économiques entre le Donbass et le reste de l'Ukraine, rétablir le paiement des aides sociales par l'Ukraine dans le Donbass, et vous avez les derniers points qui sont il faut faire des élections locales et négocier un statut définitif inscrit définitivement dans la constitution ukrainienne. Et ce qui se passe, c'est que vous avez le cessez-le-feu, donc qui se met en place, il est respecté. Quand, à Minsk, à l'époque, on commençait les réunions sur la partie dure de l'accord, c'est-à-dire les 7 autres points qui sont les points les plus difficiles, étant donné qu'il faut que l'Ukraine assure un statut d'autonomie aux provinces insurgées. Là, bizarrement, vous avez des bombardements du côté, donc depuis l'Ukraine, dans le Donbass, et les miliciens insurgés répliquent. Et on dit, ah, cessez-le-feu rompu, on sort la discussion, puisque la sécurité n'est pas assurée. Hop, ensuite, le cessez-le-feu respecté, on recommence les négociations, et là, boum, encore une fois. Et le plus cocasse dans l'affaire, c'est que vous avez l'Union européenne qui a mis des sanctions contre l'Ukraine, contre la Russie, pour faire respecter les accords de Minsk. Mais la Russie dit, non mais attendez, à chaque fois c'est les Ukrainiens qui tirent sur les autres dans le Donbass. Oui, mais non-respect de l'accord. Non mais attendez, nous on n'y peut rien si les autres ils continuent à tirer dans les... Non, je veux rien savoir. Et donc, vous avez cette sorte de blocage politique actuellement de l'accord, et surtout, vous avez donc un nouveau président, le président Zelensky, qui est arrivé au pouvoir il y a 3 ans. Et ce président, il y a 2 ans, plutôt. Et il est très intéressant parce qu'il est arrivé au pouvoir en disant « je vais faire la paix ». D'ailleurs, comme son prédécesseur, je vais faire la paix dans le Donbass, vous allez le voir, en 3 mois, c'est réglé. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, là, vous avez une sorte de chose qui change. Avant d'arriver au pouvoir, M. Zelensky avait fait comme à peu près tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il avait dit sur la langue russe, on va transiger, sur plein de choses, en fait, vous allez le voir, et on va faire la paix en Donbass. Et puis, qu'est-il arrivé? Eh bien, M. Zelensky, au bout de quelques semaines, se met à dire 1. Il n'y aura pas de modification de la Constitution,
2, il n'y aura pas de statut particulier. 3, il y aura l'obligation de la langue ukrainienne comme dans le reste de l'Ukraine. Et 4, de toute façon, aussi, vous aviez un point sur l'amnistie, il n'y aura pas d'amnistie. Donc, c'est-à-dire que vous avez sur 9 points des accords de Minsk, 4 dont on dit qu'on ne les respectera pas quoi qu'il arrive. Là, les Russes vont un peu rouges. Ils disent, non mais écoutez, là, c'était signé quand même. Ouais, mais non, mais vous comprenez, on a signé, M. Poroshenko a signé sans réfléchir. Moi, de toute façon, je suis un nouveau président, ça va se passer autrement. Et le conflit reste dans l'état où il était, c'est-à-dire que vous avez des bombardements à peu près tous les 2 jours au Donbass, tous les jours, suivant les périodes. D'ailleurs, moi, j'ai une connaissance à moi qui a sa famille qui habite là-bas, et maintenant, elle m'a dit que, tu sais, ma tante, maintenant, en fait, elle sait distinguer maintenant au bruit un obus, en fait, de canon, un tir de mortier et un tir de missile. Maintenant, elle est habituée, donc... je l'appelle et elle dit « Ah non, mais ça, c'est rien, c'est un shrapnel, ça. » Voilà. Donc... dans ce contexte-là, donc de blocage de la situation, de blocage des accords de Minsk, dont il faut rappeler quand même que les Occidentaux ne voient pas qu'il y a blocage. Emmanuel Macron dit bon, comment ça, blocage d'accord, pas de blocage, tout va bien. Non mais attendez, ça n'a pas avancé d'un millimètre. Non, oui mais ça c'est normal, c'est la faute des Russes. Non mais vos copains ukrainiens, ils ont dit qu'ils ne respecteraient pas au moins 4 dispositions d'accord. Non mais ça c'est pas grave ça. L'important c'est que c'est les Russes qui sont les méchants. Ok. Et quand tu vas voir Poutine, je lui dis que... Non, je lui dis qu'il faut travailler. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. Quand vous regardez la conférence de presse, c'était hilarante. Moi, je l'ai vu dans les 2 langues et c'était vraiment hilarant en fait. Vous aviez la question du journaliste russe de Commerçante. Alors pour ceux qui pensent qu'en Russie, il n'y a que des journaux proches du pouvoir et que le pouvoir bloque tout, Commerçante est un journal d'orientation libérale dont 80% des articles critiquent le gouvernement en permanence. Donc, et le journaliste de Commerçante fait une question à Emmanuel Macron et lui dit quand même, regardez, le président Zelensky, enfin le ministre de la Défense ukrainien, non, le chef du Conseil de sécurité ukrainien, pardon, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, 2 jours avant, avait dit mais si on applique les accords de Minsk, l'État ukrainien n'existe plus, donc on les appliquera jamais. Et Emmanuel Macron répond non, mais le président Zelensky est quelqu'un de très bien, il a beaucoup de sang-froid, etc. Mais c'est pas ce qu'on te demande. On te dit quand est-ce que les accords de Minsk seront appliqués, sachant que le gouvernement ukrainien dit officiellement par la voix de tous ses ministres qu'ils n'en appliqueront pas au moins 4 à 5 articles. Ah non, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est le processus. Alors ça, c'est la pensée macronienne, vous voyez tout de suite. L'important, c'est le processus. Peut-être qu'un jour, ils changeront d'idée. En même temps. On fait en même temps la paix et la guerre. On veut en même temps exterminer le camp d'en face, parce que quand vous lisez la presse ukrainienne officielle, c'est à côté de ça, Radio Mille Collines c'était de la plaisanterie au Rwanda, où on vous dit, mais les séparatistes, de toute façon, on va faire des camps. Donc déjà, quand vous avez un pays dans lequel, quand même, on donne le nom de stade, non, pas au général Pinochet, ce sera un peu trop gros quand même, mais on donne des noms de stade. Par exemple, vous avez un stade Roman Shухevich, qui était donc le chef, enfin qui était
juste capitaine SS pendant la guerre, c'est rien quoi. Voilà. Qui a dirigé lui-même le pogrom de Lvov, où 80% de la population juive de la ville a été exterminée avant même que les Allemands arrivent. Donc on est dans un pays où on donne le nom de ce mec à un stade, dans une grande ville, Ternopol, c'est quand même pas une petite bourgade. Et là, non. Et dans ce pays, on dit « Ah non, mais vous savez, on va faire des camps. Hein. Ouais. Et toute la population du Donbass, on va les passer dans les camps. Et puis, ceux qu'on jugera aptes à être des citoyens, on les libérera. Et puis les autres, on ne sait pas ce qu'on en fera. Peut-être qu'on les renverra en Russie s'ils sont gentils. Et puis sinon, on fera un truc avec une cheminée. Je sais pas, on est habitué quand même. Étant donné qu'on est bandériste. Donc, et dans ce contexte-là, donc de blocage complet et total, dont je vous ai parlé, vous avez quelque chose qui est arrivé, c'est que l'Occident s'est pris 3 claques coup sur coup par la Russie en moins de 2 ans. Alors, les claques en question, qui sont pour moi les plus grosses, après il y en a eu des petites entre, mais les plus grosses claques. Première claque, la Biélorussie, où l'Occident pensait tenir enfin un changement de régime donc, dans un pays et mettre fin à la dernière dictature d'Europe, et le méchant Loukachenko, on allait en terminer avec lui. Hein, on avait tout prévu. Manifestations, émeutes, etc. Et puis, le régime s'est défendu, et non seulement il s'est défendu, mais en fait, ce qui a empêché le régime de tomber, c'est une décision de Vladimir Poutine de prépositionner 32 000 policiers et gendarmes russes à la frontière avec la Biélorussie et de dire, c'est très simple, si vous avez ne serait-ce qu'un bâtiment public qui est pris d'assaut par des insurgés en Biélorussie, je fais rentrer les 32 000 policiers, on verra ce qui va se passer. Donc ça, c'est un... Et quand vous voyez la dynamique des événements en Biélorussie, le lendemain, les manifestations commencent à baisser. Et surtout, les leaders de l'opposition n'appellent plus à aller prendre les bâtiments gouvernementaux, etc. La leçon a été comprise. Et deuxièmement, le régime n'est pas tombé parce que la Russie a donné un prêt de 5 milliards pour lui permettre de passer la mauvaise passe. Et ensuite, ils ont mis une rallonge de 2 milliards quelques mois plus tard. Donc ça, c'est un premier échec complet des Occidentaux. En plus, la Biélorussie est liée par plusieurs accords avec la Russie. Et Poutine avait dit, parce que vous aviez aussi le voisin polonais qui avait un truc qui le démangeait, c'est que vous avez dans l'ouest de la Biélorussie une minorité polonaise importante. Entre 10 et 13% de la population, dans certains endroits ça peut monter à 20%. Et les Polonais s'étaient dit, s'il y a une insurrection là-bas, on va pouvoir nous dire la population polonaise est en danger de massacres et autre chose, et on va pouvoir faire rentrer l'armée polonaise le long de la frontière biélorusse et emporter dans notre escarcelle les villes de Brest et Grodno, par exemple. Et là, pareil, la Biélorussie et la Russie ont tout de suite, le régime biélorusse et le gouvernement russe ont tout de suite compris le truc, et ils ont déclenché des manœuvres dans ces régions-là, et ils ont dit attention, s'il y a un soldat de l'OTAN qui rentre, rappelez-vous que la Russie est une puissance nucléaire, et que des missiles, on en a qu'à Leningrad, c'est-à-dire au milieu de la Pologne. Varsovie est à 1 minute de tir des missiles Topol qui sont à Kaliningrad.
Donc la leçon a été comprise, les Occidentaux sont partis la queue entre les jambes. Bon, ils ont mis des sanctions à la Biélorussie quand même, parce qu'il faut quand même s'assurer une conscience tranquille. Et le deuxième coup dur qu'on s'est pris, c'est l'Afghanistan. Là, piège dans lequel l'Occident s'est mis tout seul, faut quand même se le rappeler, quand les Russes en 2001 disaient attention quand même, intervenir en Afghanistan et occuper le pays, nous on vous le conseille pas. Nous on a essayé, et les Occidentaux avaient dit non, nous c'est la démocratie et les droits de l'homme. Vous étiez des sales communistes, une dictature. Nous, on est la démocratie et les droits de l'homme, vous inquiétez pas. La civilisation occidentale libérale transformera comme par magie ce pays du Moyen-Âge, et encore, dans certains cas, je pense que l'évolution des mentalités afghanes, c'est qu'on est plutôt dans la basse antiquité. Et ils deviendront un pays occidental, libéral et moderne en une dizaine d'années, vous inquiétez pas, grâce à la conjugaison de McDo, du dollar et de l'armée américaine, en 2 coups de cuillère à peau, ce sera fait. Et puis, manque de bol, ils sont tombés sur un truc qui s'appelle le nationalisme afghan, et ça s'est terminé de la façon dont on sait. Et alors là, l'Occident s'est pris une humiliation, l'une des pires humiliations qu'on s'est pris depuis le Vietnam. Et là, ça s'est... Et d'ailleurs, les Russes, eux, ont laissé leur ambassade ouverte à Kaboul. Ils ont commencé à négocier avec les talibans, et ils ont pu évacuer leurs ressortissants en bon ordre, sans mitrailler les Afghans, comme l'a fait cet arsenal de la démocratie qu'est l'armée américaine. Et enfin, dernière humiliation des Occidentaux, elle a eu lieu il y a un mois, c'est le Kazakhstan. C'est-à-dire qu'au Kazakhstan, riche république d'Asie centrale, qui pour la France est importante étant donné que ça représente quand même une part non négligeable de notre approvisionnement en minerais d'uranium pour nos centrales nucléaires. Et donc ça approvisionne aussi en gaz et en pétrole un certain nombre de pays occidentaux et la Chine aussi. Eh bien, au Kazakhstan, pareil, on a cru, ça y est, faire tomber le régime en place du président Tokayev, et qui a le désavantage complet, c'est que, il ne maltraite pas sa minorité russe, que deuxièmement, il participe aux organisations créées par la Russie de coopération, notamment en matière économique, l'Union économique eurasiatique et militaire, l'Organisation du traité de sécurité collective. Et on pensait enfin faire sauter ce pays qui avait, quelques mois auparavant d'ailleurs, refusé, comme tous ses voisins, d'accueillir une base américaine. Il faut savoir que les Américains, après le départ de l'Afghanistan, ont démarché à peu près tous les pays de la région, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, et ils se sont pris des portes dans la gueule, pour être clair. On leur a dit non, et puis non. Oui, mais non, mais non. Et donc, savoir que Moscou et Pékin avaient dit à ces pays-là, écoutez, si vous faites ça, nous on prendra ça comme un acte hostile. Et donc, les États-Unis sont si loin et nous on est si près, il ne faudrait pas essayer. Et effectivement, donc, les États-Unis s'étaient pris des portes dans la gueule donc, par tous les États de la région, parce que, alors qu'ils voulaient une base pour quand même continuer à bombarder les Afghans, parce que là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Et ils pensaient amener un régime plus compréhensif
à la tête du Kazakhstan grâce aux émeutes donc, du mois de janvier, qui ont été une sorte de blitzkrieg coloré, étant donné que en quelques jours, en 2 jours, les bâtiments officiels à Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan, ont été pris d'assaut par des insurgés qui, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, avaient des passeports étrangers de cette région-là et avaient pour dénominateur commun d'avoir fait un passage en prison, et les uns pour banditisme, les autres pour islamisme, et très souvent les deux. Et donc, là, pareil, le coup, l'humiliation pour l'Occident, ça a été le fait que la Russie a réuni le Conseil de sécurité collective, donc de l'Organisation du traité de sécurité collective, en quelques jours, et que ce Conseil a décidé à l'unanimité d'envoyer donc un contingent militaire aider le gouvernement kazakh à rétablir l'ordre à Almaty. Et il y avait un petit contingent à Nur-Sultan, la capitale, mais c'est surtout Almaty. Et que s'est-il passé? La Russie a démontré, a amené donc un contingent multinational de 5 pays différents, en assurant elle-même la logistique complète, c'est-à-dire que les Arméniens, les Tadjiks, les Kirghizes, les Biélorusses ont été acheminés par l'aviation militaire russe, tous. Et donc, ils ont réussi donc à mettre en place un contingent militaire de 3400 hommes à Almaty en moins de 24 heures. Il faut savoir que pour les Américains, l'armée russe, c'est un truc qui tient avec des bouts de scotch. Là, ils ont été, pour le coup, scotchés. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, attendez, ils amènent un contingent militaire en moins de 24 heures de tous les coins de l'ex-empire soviétique. L'effet a été immédiat, étant donné qu'à partir du moment où le déploiement a été mis en place, les forces de sécurité kazakhs se sont dit, bon, on a un appui solide derrière nous. Elles ont été remotivées, le gouvernement kazakh a pris les mesures qui s'imposaient, et l'émeute a été réduite en 3 jours, et le contingent multinational a quitté le Kazakhstan au bout de 7. Alors que la propagande américaine vous disait sur toutes les chaînes, CNN, ABC, etc., que vous allez voir, quand les Russes arrivent dans un pays, ils n'en repartent jamais, ça va être le début d'une nouvelle occupation du Kazakhstan, etc. Il n'y avait plus un seul soldat russe au bout de 10 jours. Voilà. Donc, la Russie a montré que, la fiabilité de l'Occident, c'est terminé, et deuxièmement, que eux sont un garant fiable de sécurité. Et que les Russes ne laissent jamais tomber leurs amis. Ils l'avaient déjà montré avec Bachar el-Assad, faut s'en souvenir. Et bien là, ils l'ont montré avec une rapidité et une efficacité qui a été encore plus importante que la fois précédente. Donc, quels sont les enjeux en fait de la crise que l'on a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous avez premièrement des rapports américains qui nous vous disent qu'il y a 130 000 soldats russes à la frontière de l'Ukraine, que d'ailleurs il y en a tellement que c'est indénombrable. Grâce aux satellites de l'oncle Sam. En plus, vous avez donc 30 000 soldats, alors, contrairement à ce que dit la presse occidentale d'ailleurs, qui ne sont pas tous russes, qui sont mobilisés par des manœuvres combinées entre l'armée biélorusse et l'armée russe en Biélorussie. D'ailleurs, la grande erreur de l'Ukraine les 2 dernières années, ça a été de s'associer aux sanctions européennes et occidentales contre la Biélorussie, ce qui a fâché tout rouge le gouvernement biélorusse, qui aujourd'hui organise des manœuvres, et il faut le souligner, pour la première fois
dans des manœuvres communes Russie-Biélorussie, l'ennemi potentiel ne vient plus de l'ouest ou du nord, c'est-à-dire des pays de l'OTAN, mais du sud, c'est-à-dire de l'Ukraine. Et ça, je pense que c'est un truc qui a raison d'inquiéter à Kiev, mais c'est l'arroseur qui s'est arrosé lui-même. Et enfin, vous avez donc vous avez les concentrations de troupes là. Alors, par quoi sont motivées en fait ces concentrations de troupes? Le gouvernement russe estime que, après les humiliations que s'est pris l'Occident, ils veulent avoir une victoire. Claire, nette, rapide, et damer le pion des Russes et des Chinois. Et damer le pion des Russes et des Chinois. Et cette victoire rapide, ils pensaient faire aux Russes le coup qu'ils avaient fait avec les Serbes en Croatie en 1995. Ce qui s'était appelé l'opération Tonnerre. C'est-à-dire, en 1995, vous avez un petit bout de Serbie dans le territoire croate, qui s'appelle la Krajina. Et cette Krajina était devenue indépendante avec l'aide de Belgrade, était devenue indépendante de facto avec l'aide de Belgrade, et vous aviez un petit contingent de l'ONU qui s'interposait entre les belligérants, et tout était calme. Et puis, les États-Unis changent de politique sous Bill Clinton, et là, ils décident d'avoir une politique très agressive vis-à-vis de Belgrade. Et ils vont fournir plein de joujoux et d'armements au gouvernement de Zagreb, le gouvernement croate, pour récupérer la Krajina. Et ils vont lui dire maintenant, t'as le feu vert, t'inquiète pas, on va faire retirer les casques bleus, tu rentres, tu récupères ça en 3 jours, le temps que Belgrade fasse ouf, t'auras récupéré le territoire. Et c'est ce qui s'est passé. Les Croates vont reprendre Vukovar et l'intégralité de la Krajina en 3 ou 4 jours. Mais c'était très 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 rapide et la Serbie en fait n'a pas pu mobiliser ses volontaires et ses troupes pour aider les insurgés serbes en Krajina. Eh bien, les stratèges à Washington pensaient on va refaire le coup de la Krajina. On va faire le coup de la Krajina aux Russes. On va donner des centaines de millions d'armements aux Ukrainiens. On va leur dire carte blanche, allez-y. Et puis, on va menacer les Russes de sanctions. Et puis, normalement, les Russes ne bougeront pas. Les Ukrainiens récupèrent le tout. Nous, on aura une victoire à pas cher. Sauf que la Russie d'aujourd'hui n'est pas la République fédérale de Yougoslavie de 1995, et l'armée russe n'est pas l'armée yougoslave. Et la Russie a vu le coup arriver gros comme une maison, comme on dit chez moi, et ils ont massé des troupes pour dire aux Ukrainiens, attention, si vous faites une offensive, en quelques heures, on va vous mettre, vous aurez un tel déluge de feu que ça vous passera l'envie pour plusieurs dizaines d'années. Et actuellement, en fait, le jeu, c'est que d'un côté, vous avez les Occidentaux qui poussent les Ukrainiens à aller au conflit. On leur donne des armes, on leur donne, on leur donne des bons conseils. On leur met entre les pattes des conseillers militaires canadiens, il y a beaucoup de Canadiens, des Australiens aussi, des Britanniques, et puis de l'autre, on aimerait bien que justement la Russie éloigne ses troupes de la frontière, parce que plus loin ils seront, plus de temps ils mettront à intervenir, et peut-être que le coup pourra réussir. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que
le premier point vraiment, c'est celui-là. Comment dire, l'Occident veut régler le problème du Donbass par la voie militaire, humilier la Russie militairement, parce que si demain ce scénario arrivait, eh ben, c'est très simple. Le gouvernement russe serait dans un état je dirais, très problématique vis-à-vis de sa propre population. De l'autre côté, la Russie, bien sûr, a des griefs. Et elle a un vieux grief qu'elle a depuis maintenant 1997, c'est de dire vous nous aviez promis en 1989, et le nombre de témoins de la scène sont maintenant incalculables, que vous nous aviez promis que vous n'étendriez pas l'OTAN vers l'Est. Quand on a conclu les accords 2+4, c'est-à-dire les accords 2+4, c'était les accords qui entérinaient la réunification de l'Allemagne, les 4 vainqueurs plus les 2 Allemagnes. Et là, vous nous aviez dit donc que l'OTAN n'irait pas plus à l'Est. Quand on a dissous le pacte de Varsovie, vous nous aviez redit qu'il n'y aurait pas de problème, que maintenant on est des amis. Mais monsieur Gorbatchev, on est des amis maintenant. Et l'OTAN a connu 2 élargissements, 99-2004, a connu depuis des élargissements successifs. Et bizarrement, quand vous regardez les médias français, vous avez l'impression que en fait, c'est la Russie qui s'est mise sur les frontières de l'OTAN, alors que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que la Russie est dans les frontières qu'elle était, et puis l'OTAN a avancé. Et là, et depuis les bombardements de Belgrade en 1999, la Russie dit, attendez là, l'OTAN n'est pas... Attendez, quand ils voient les Américains disent, on est une alliance défensive. Quoi? On est une alliance défensive. On est gentil. On est la démocratie et les droits de l'homme. Et là, les Russes disent, non mais attendez, 99, vous bombardez la Yougoslavie sans mandat de l'ONU. Libye 2011, vous avez un mandat de faire une zone d'exclusion aérienne, vous en profitez pour changer le régime alors que c'était pas ce qu'on avait convenu. Et en Afghanistan, ben non, on ne parlera pas d'Afghanistan parce que l'échec que vous avez fait est tellement patent que voilà. Et là, effectivement, l'OTAN donc est devenue une organisation agressive, parce que quand on se donne pour mandat de répandre la démocratie et les droits de l'homme, y compris avec les bombes et le napalm, c'est un peu difficile. Et puis, surtout, depuis 20 ans, les États-Unis, en fait, voulaient pousser leur avantage, c'est-à-dire, ils ont mis un bouclier antimissile en détruisant l'accord ABM. C'était un accord qui interdisait justement de faire des systèmes de défense antimissile en Europe, pour que la dissuasion en fait entre l'Union soviétique à l'époque et les USA reste à parité, qu'on s'équilibre par la terre. On a mis un bouclier antimissile contre la vie des Russes. On a déchiré donc le traité ABM. On a déchiré un certain nombre de traités, le traité ciel ouvert, qui était un traité qui permettait en fait d'observer mutuellement ces espaces aériens pour justement augmenter la confiance, comme on dit. Les Américains ont déchiré ce traité. Et en fait, on est rendu à un point où, en matière, je dirais, tout l'acquis de la fin de la guerre froide
de réduction des armements, d'augmentation de la confiance et d'augmentation, je dirais, de la sécurité par le progrès de ce qu'on a, par la réglementation en fait des armements, eh bien tout ça a sauté depuis 20 ans. Les Américains sont tombés dans l'hubris, et non seulement ils ont fait ça, mais en plus ils ont étendu l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Et les Russes maintenant disent, bon, maintenant ça suffit. Et sur la question de l'Ukraine, vu ce dont je vous ai parlé, les conflits, le fait que l'Ukraine est devenue un protectorat occidental et que la population russophone se retrouve dans une situation où elle est privée de ses droits. Ah, et puis aussi, oui, dans l'Ukraine démocratique occidentale, faut quand même rappeler que le président Zelensky a fermé 4 chaînes de télévision par décret. C'est ce qu'on appelle la démocratie, les droits de l'homme. Et que l'Ukraine doit être l'un des seuls pays au monde dans lequel on prononce des sanctions contre ses propres citoyens sur son propre territoire. C'est-à-dire que le président Zelensky prend des décrets de sanctions, donc il met des sanctions économiques contre ses propres citoyens, sans décision de justice, sans rien, voilà. Et donc le chef du principal parti d'opposition, qui est la plateforme de l'opposition, qui est donc un parti russophone de l'Est de l'Ukraine, eh bien le chef de ce parti-là est sous sanction de son propre gouvernement par décret présidentiel, et donc tous ses biens sont gelés, tous ses avoirs dans ses comptes bancaires sont gelés, et donc on dit ah, non mais ça c'est bien, c'est les droits de l'homme. Et donc le fait que les Occidentaux non seulement redéfinissent les règles, mais en plus ne respectent pas les règles, et ensuite quand une règle ne leur plaît pas, ils la déchirent, eh bien les Russes maintenant disent nous on est d'accord pour se faire confiance, mais maintenant chat échaudé craint l'eau froide, on veut des garanties solides de sécurité. Vous voulez que l'on baisse nos contingents militaires à la frontière de l'Ukraine? Vous voulez qu'on baisse nos contingents militaires en Biélorussie? Vous voulez qu'on enlève nos armes nucléaires à Kaliningrad? Ok, bien. Mais maintenant, on veut des garanties. Des garanties écrites et juridiquement contraignantes. Et l'une des garanties que l'on exige, c'est que, 1, le démantèlement du bouclier antimissile en Europe de l'Est. Deuxième garantie que l'on exige, c'est plus d'extension de l'OTAN. Donc, ce que vous aviez promis à l'Ukraine, la Géorgie, eh bien, vous le mettez dans votre poche et vous l'oubliez à tout jamais. Et enfin, nous voulons plus de nouvelles bases américaines dans notre étranger proche, c'est-à-dire dans les pays d'ex-URSS. Et les Américains disent non, non et non. Pourquoi? Alors, quand je vois un responsable occidental comme Biden dire souveraineté nationale de l'Ukraine, donc déjà un dirigeant occidental de plus d'un pays de l'Union européenne, enfin, ou des États-Unis, enfin non, les États-Unis c'est normal un peu, mais d'un pays de l'Union européenne comme Emmanuel Macron vous dire souveraineté nationale, alors que lui c'est un concept que dans son propre pays il a oublié depuis au moins 30 ans, c'est au minimum risible. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette situation un peu bloquée où l'Occident dit pousse l'Ukraine à la solution militaire au Donbass, comme on l'appelle à Washington, attendant une réaction russe qui arrivera parce que c'est comme 2 et 2 font 4. D'ailleurs, le président biélorusse a dit que si l'armée russe devait aller protéger les citoyens russes au Donbass, il faut rappeler que depuis 2 ans, les citoyens du Donbass ont le droit de demander la nationalité russe. Il y en a actuellement, je crois, 600 000 sur le territoire. Eh bien, si la Russie y va, nous, il n'est pas exclu qu'on n'y aille pas aussi. Donc, là, on aurait le scénario d'un affrontement
de haute intensité. Et Washington ne voudrait pas bouder son plaisir, parce que ce qui intéresse Washington là-dedans, ce n'est pas la discussion de sécurité avec les Russes, ils s'en foutent, très clairement. Emmanuel Macron et Olaf Scholz peuvent dire ce qu'ils veulent. Biden, il n'est pas prêt à renoncer à la politique d'impérialisme et de containment de la Russie et de la Chine. D'ailleurs, la plus grande surprise pour moi ces dernières semaines, ça a été la déclaration du ministère des Affaires étrangères chinois qui, pour la première fois, dit que l'extension de l'OTAN à l'Est est un danger pour la sécurité internationale. C'est la première fois que la Chine se prononçait sur cette question, je parle sous votre contrôle, mais... et donc ça a été relevé par la presse russe notamment, qui en a beaucoup parlé. Et c'est un vrai tournant en fait dans la politique étrangère chinoise. Mais ça, les Américains, ils s'en foutent un peu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un affrontement en Ukraine pour pouvoir mettre des sanctions nucléaires, enfin des sanctions pas nucléaires, hein, mais mettre des sanctions d'un niveau égal au moins à celles qu'ils avaient mises à l'époque où le plan Marshall a été établi en 1947. Donc c'est-à-dire interdire tout commerce avec la Russie à tous les pays du bloc occidental, interdire toute transaction avec la Russie à tout pays du bloc occidental. Ça, je pense que c'est la vraie motivation de ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que les Américains poussent les Ukrainiens à reprendre par la force le Donbass, sachant que la réaction de Moscou pourrait être qu'une intervention militaire, et ensuite accuser la Russie d'invasion de l'Ukraine, et coller solidifier le bloc occidental ensemble dans un régime de sanctions qui sera au moins égal à celle qu'ils avaient mis à l'Union soviétique quand ils avaient fait le plan Marshall. Il faut savoir que le plan Marshall, contrairement à ce que vous pensez, le dur du plan Marshall à l'époque en 1947, ça a été les sanctions anti-soviétiques, qui étaient automatiques pour quiconque acceptait l'aide du plan Marshall. Et ça, c'est, je pense, en tout cas, c'est le vrai dur en fait de l'affaire actuellement. Et les Européens essayent de sortir de ce piège en fait que les Américains leur tendent. Je pense qu'ils y arrivent, j'ai l'impression. Les signes actuellement montrent que Washington fait tout pour être suivi, et je pense qu'ils seront suivis. Et ça va avoir des conséquences directes, c'est que, par exemple, je pense que le prix du gaz va augmenter, ça c'est sûr et certain. Et que d'ailleurs c'est pour ça que les Allemands font tout pour éviter le conflit et cherchent par tous les moyens de réanimer le processus de Minsk avec Paris, parce que ils veulent désamorcer le conflit potentiel. Mais je pense que l'Amérique et les Ukrainiens aussi sont... Les Ukrainiens pourraient faire échouer ce scénario, parce que certes, au sein du pouvoir ukrainien, vous avez les bandéristes nationalistes qui sont prêts à se priver, qui sont prêts à couper leur salaire par deux, ils l'ont déjà fait une fois, pour embêter les Russes, mais vous avez aussi une partie de l'élite ukrainienne qui sait faire des comptes et qui se dit que le jeu en vaudra-t-il la chandelle. Je m'explique. Chat échaudé craint l'eau froide,
Et les assurances que les États-Unis donnent actuellement à l'Ukraine, ils les ont données à Saakashvili en 2008. C'est-à-dire qu'on voit le même scénario, c'est-à-dire qu'on avait dit à Saakashvili, allez-y, bombardez l'Ossétie du Sud, bombardez les troupes russes, nous, de toute façon, la garantie de Washington, elle est en béton armé. Si les Russes font rentrer leurs troupes, nous, on vous soutiendra, y compris avec une aide militaire. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quand Saakashvili a appelé la Maison-Blanche, il a eu cette réponse: le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Voilà. Donc, une partie de l'élite ukrainienne se demande si a des doutes sur les garanties de sécurité que donnent les anglo-saxons. On verra, je ne suis pas Madame Irma, mais je suis le pire n'est pas sûr. Et en tout cas, la divergence, je dirais, d'intérêt entre les Américains et une partie de l'Europe de l'Est qui les suit de façon inconditionnelle, et les pays d'Europe de l'Ouest qui seront les grands perdants de cette affaire, la divergence, elle est actuellement patente. Et le signe que l'on voit, que la diplomatie allemande et française envoie est pathétique, parce qu'en fait, on ne veut pas aller au clash avec Washington, et en même temps, on voudrait que ça se passe bien. Or, on n'est pas à moitié enceinte dans la vie. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.